Benoît Sibyl, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie, et vos travaux portent principalement sur la phénoménologie et le marxisme. Vous êtes philosophe donc, mais également poète et théologien, car vous êtes l'auteur d'un recueil de poésie qui s'intitule Habiter parmi les simples, et qui est paru aux éditions Ad Solem en 2023, ainsi que d'un essai Défense de pain et du vin, toujours aux éditions Ad Solem en 2025, dans lequel vous partez de la question de la communion pour mener une réflexion à la fois théologique et écologique sur le mode de production capitaliste et sur la destruction de la terre et des vivants qui l'engendrent. À ce titre, vous militez aussi au sein du collectif Anastasis, qui est un collectif chrétien de gauche qui appelle à prendre au sérieux la radicalité de l'évangile en défendant un universalisme égalitaire, alternatif à la mondialisation capitaliste. Alors nous vous recevons donc ce soir pour Praxis et communisme, un ouvrage né des réflexions que vous avez menées lors de votre thèse en philosophie, dans lequel vous appelez à élaborer une recherche phénoménologique à partir de Marx et Husserl. Et c'est à vrai dire une démarche originale, puisqu'une lecture superficielle des philosophies respectives de Marx et de Husserl donne à voir deux démarches divergentes. On aurait en bref à faire un choix entre d'un côté le matérialisme historique de Marx et de l'autre l'idéalisme transcendantal de Husserl. Vous écrivez en ce sens à la page 140 de votre ouvrage: en tant que philosophie de la conscience, la phénoménologie husserlienne pourrait d'abord donner l'impression de s'opposer à la pensée de Marx. Si Husserl parle du fait que toute conscience est conscience de quelque chose, Marx affirme à l'inverse que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Pourtant, au lieu de voir une opposition, votre livre invite à voir un déplacement. Si Husserl cherche à saisir la constitution du monde dans le vécu de la conscience, vous rappelez que Marx cherche à comprendre le monde par le biais des vécus de l'humain de chair. Dans les deux cas, c'est un effort pour fonder la connaissance sur ce qui se donne immédiatement à la conscience, et à comprendre le monde non comme totalité des choses extérieures à la conscience humaine, ou comme réalité indépendante des sujets humains, mais comme le sol commun des sujets, que les sujets font être et transforment par leur activité théorique et pratique. Ainsi, c'est par le biais de ces analyses que vous construisez votre phénoménologie de la praxis, qui ne peut être qu'une philosophie sociale et critique, fondée sur un communisme anarchique et transcendantal. Enfin, vous concluez le livre sur de très belles pages sur la temporalité, et vous développez l'idée de la révolution comme résurrection du passé, ouvrant la voie à une poésie de l'avenir. Et nous aurons l'occasion d'y revenir pendant l'échange. Donc, Benoît Sibyl, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler, pour commencer, de la genèse de cet ouvrage? Quel était votre projet lorsque vous êtes lancé dans la rédaction de ce livre? Alors, donc, c'est un livre qui découle qui est la publication d'une version écourtée de ma thèse, sous la direction de Laurent Perrault et Jérôme, qui me font l'amitié d'être là ce soir. Et c'est un projet de thèse une thèse que j'ai démarrée en 2019, et en fait je suis arrivé très tardivement à la lecture de Marx. Alors j'ai un cursus dans lequel j'ai fait de la théologie avant de faire de la philosophie, et donc j'ai récupéré en cours les études de philosophie, ce qui fait que en master en fait il me manquait un certain nombre j'avais des trous dans des trucs que j'avais pas vus, et notamment Marx. J'avais jamais lu Marx quand j'étais étudiant en master, et j'avais une formation plutôt très phénoménologique, parce que j'étais formé à l'Institut catholique de Paris, qui est très phéno. Et quand j'ai préparé la grecque de philosophie en 2017, le thème de la grecque c'était le monde, et je me suis dit, le monde, la phénoménologie me donne un certain nombre d'outils, Husserl, Heidegger, pour traiter ce thème-là. Je me suis dit, il faut que je saisisse l'occasion de lire des trucs que je connais pas pour compléter, sachant que j'ai déjà ces bases-là qui vont me permettre d'être assuré au moins pour une partie. Et du coup, un article de Jean Violac sur Marx et Husserl m'avait mis la puce à l'oreille, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et donc j'ai commencé à lire Marx, en commençant par les manuscrits de 44, et en fait j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc j'ai découvert Marx très tardivement, j'avais déjà fini mon master, j'enseignais déjà au lycée depuis quelques années, et j'ai vraiment été très enthousiasmé. Et ce que j'ai vu très vite, en fait, c'est en lisant Marx, j'avais vraiment l'impression de retrouver des choses que j'avais moi appris à formuler à travers la phénoménologie, alors que ça paraissait, comme tu viens de le rappeler, être des traditions un peu hétérogènes, enfin très différentes l'une de l'autre. Et en fait, dans cette manière dont Marx parle du travail dans les manuscrits de 44, en essayant à la fois en partant, pour mettre en contexte, dans les manuscrits de 44, Marx en gros est en train de lire les économistes classiques, Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say, etc. Et c'est des notes de lecture de Marx, quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'il lit les économistes classiques, il essaye à la fois de les prendre au sérieux et en même temps de toujours faire un décalage, de dire mais ils sont en train de parler d'un truc en faisant complètement abstraction du vécu réel, de ce dont il s'agit, quand il parle du travail, comme si le travail était une entité comme ça, qu'on allait pouvoir quantifier, etc. Alors que derrière, c'est évidemment des vies humaines. Et du coup, ce geste qui retournait au vécu, c'était vraiment le geste phénoménologique de Husserl, du retour aux choses mêmes à travers le retour à l'expérience vécue. Et donc il m'est apparu qu'il y avait vraiment quelque chose.
Donc j'ai beaucoup lu Marx cette année-là. Et puis j'avais l'idée d'un jour faire une thèse, mais je ne m'autorisais pas complètement l'idée de faire une thèse sur Marx et Husserl, qui me paraissaient des monstres, notamment parce que je suis très mauvais germaniste, donc c'est un peu ambitieux de vouloir, en tant que mauvais germaniste, aller travailler ces deux monstres de la philosophie qui ont des corpus infinis. Et puis au cours d'une discussion avec une collègue, Émilie Tardivelle, je lui parlais un peu de ça, et elle me dit « Mais non, mais c'est un super sujet de thèse !» Et j'étais « Ah bon, vraiment, je peux ?» Et donc voilà, je me suis lancé, et Jérôme de Gramont et Laurent Perrault ont accepté de m'accompagner dans ce travail qui m'a mené, alors bien au-delà des intuitions que j'avais au début, quoi, mais en tout cas ça a confirmé cette idée qu'il y avait au début d'un geste commun à Marx et Husserl, qui faisait qu'en lisant Marx, on pouvait mieux comprendre Husserl, et inversement, en lisant Husserl, on pouvait peut-être mieux comprendre Marx, enfin mettre en lumière des choses en tout cas, un effet de mise en lumière de certaines choses. Tu parles d'un geste commun chez Marx et Husserl, est-ce que tu pourrais expliciter un peu quelle était ton intuition sur ce qui rassemblait ces deux auteurs par-delà, disons, la divergence qu'on voit naïvement? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà croisé avant, parce qu'il y a plein d'auteurs phénoménologues qui ont écrit une note de bas de page, un article dans lequel ils pointent cette proximité. Il y a un article de Ricoeur qui dit « Ah, il y a un geste qui ressemble dans la Crisis », donc le grand livre tardif de Husserl, enfin, des manuscrits publiés, voilà. La crise de l'humanité européenne, la Crisis. Et Marx, donc il y a certains articles de Ricoeur, il y a Merleau-Ponty qui dans pas mal d'articles aussi dit « Ah, mais il y a quelque chose qui se ressemble ». Donc j'avais un peu il y avait des éléments qui me faisaient dire qu'il y avait quelque chose à aller creuser. Et moi, ce qui m'est apparu, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est quitter une sorte de vision de surplomb des réalités dont on parle. Donc chez Marx, c'est le monde du capitalisme tel qu'il est décrit par l'économie, et donc comme une totalité dont on va expliquer. Donc il y a des marchandises, il y a de la valeur, il y a des propriétaires, il y a des travailleurs, et puis comme si on allait simplement doser les éléments et puis voir comment ça fonctionne, quoi. Un point de vue très surplombant extérieur. Et la manière dont Marx, lui, propose de traiter la même question que les économistes classiques, ce qu'est le capital, mais la traiter en adoptant ce qu'il appelle le point de vue, le rapport immédiat qui existe entre le travailleur et son produit. Donc non pas simplement regarder qu'est-ce qui sort de l'usine, mais qu'est-ce qui se passe dans le vécu des travailleurs. Et Husserl, il y a ce geste analogue, je considère, il me semble être analogue, ce que je défends, dans la manière dont le geste phénoménologique qui consiste à quitter l'attitude naturelle, c'est bien cette attitude naturelle, c'est celle dans laquelle on considère habituellement le monde comme des choses qui sont là autour de nous. Il y a le verre, il y a la chaise, il y a le livre, etc. Comme si les choses étaient là, point. Et Husserl dit mais non, et en fait il s'agit de s'intéresser à la manière dont ces choses nous apparaissent, à la manière dont elles se constituent dans nos vécus. Et donc il n'y a pas d'abord juste le verre qui est là, et en fait il y a une expérience du verre, un vécu du verre, et on comprend. Et il faut sortir de cette illusion que le monde existe et qu'il est composé de choses qui sont là, et faire apparaître la manière dont le monde se constitue à travers des vécus de conscience, à travers des expériences, donc que Husserl va déplier, analyser dans tous les détails au fil de son œuvre, quoi. Donc il me semblait qu'il y avait ce même retour au vécu qui se formule avec les mêmes mots chez les deux, c'est le retour à l'expérience de chair, le vocabulaire de la chair, de l'expérience en chair et en os, et on le trouve autant chez Marx, tant dans les manuscrits 44 que dans le Capital, que chez Husserl en permanence avec l'idée de décrire les choses en chair et en os, quoi, l'apparition la manière dont les choses nous apparaissent charnellement. Alors tu parles de l'attitude naturelle, et ça me fait penser à un ami m'avait dit une fois, sous forme de boutade, il est phénoménologue et marxiste, qu'il n'y a pas d'attitude naturelle, il n'y a que des modes de production. Et que ce que Husserl considérait comme l'attitude naturelle de son époque n'est que l'attitude naturaliste d'un certain petit bourgeois ayant une connaissance de la science et projetant sur le monde des idéalités possibles. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai été amené à discuter dans ce travail, c'est que la manière la plus habituelle de présenter Husserl, c'est de dire il y a l'attitude naturelle, et puis il y a un geste théorique un peu arbitraire, qui serait le geste du philosophe, qui fait ce qu'il appelle l'époquée, ou la réduction phénoménologique, qui fait quitter cette attitude naturelle pour arriver au vécu de conscience, à la manière dont le monde se constitue dans ses vécus. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a aussi un certain nombre... Donc, dans ce cas-là, on a l'impression d'un truc très anhistorique. Voilà, ça vaudrait à toutes les époques. Et en fait, dans la Crisis,
on voit que Husserl ne critique plus tellement l'attitude naturelle comme une sorte de truc anhistorique, mais va regarder du côté, et ça a été préparé dans plein d'autres textes avant, ce qu'il appelle le naturalisme, et qui est là pas du tout l'attitude dans laquelle on est toujours déjà depuis notre naissance, de toute éternité, mais c'est le type d'attitude en rapport au monde lié à la science moderne, telle qu'elle se constitue progressivement à partir de Galilée, donc à partir du XVIIe. Et donc, ce qui est critiqué devient quelque chose d'historique, quoi. C'est un phénomène historique déterminé qui est lié à un certain nombre de pratiques théoriques qui se sont imposées. Et donc, on voit que si la présentation la plus commune de Husserl laisse penser que la phénoménologie doit nous emmener ailleurs que... il y aurait cette attitude naturelle et puis il faudrait trouver autre chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. En fait, on peut se dire, a posteriori, qu'en fait, la réduction, elle est une sorte de réponse à une situation dans laquelle nous sommes mis du fait de notre condition dans une époque. Et dans ce cas, l'époquée ou la réduction phénoménologique, c'est plus simplement le geste d'un philosophe qui découvre un monde nouveau, mais c'est une sorte de contre-pratique. En fait, il y a des pratiques qui constituent le monde pour nous comme totalité étrangère, et il y a une contre-pratique, et donc c'est pour ça que je qualifie la réduction de praxis révolutionnaire, en reprenant l'expérience de Marx. Et la réduction est une contre-pratique qui vient partout là où cette modernité pose le monde comme une totalité, qui vient essayer de prendre ça à rebours pour ramener l'expérience qu'elle a. Et du coup, ça invite à penser la réduction phénoménologique comme une nécessité historique en fait. Et ça, alors, je m'appuie sur des petites briques chez Husserl, mais il y a une phrase dans les conférences de Paris, donc les méditations cartésiennes, où il dit « la réduction est la tâche que nous impose l'histoire ». Et donc il y a cette idée que c'est quelque chose qui est imposé par un moment de l'histoire, quoi. Donc dans ce sens-là, je rejoins un peu la boutade de ton ami, c'est pas simplement de toute éternité la réduction et... l'attitude naturelle versus la réduction phénoménologique, mais en fait, la réduction, elle s'impose comme une nécessité philosophique à une époque qui est celle de la naturalisation du monde, c'est-à-dire où toutes choses nous apparaissent comme étant des choses données, dont on n'a pas à questionner leur sens, etc. Ça me fait penser, dans ton ouvrage, tu mets en parallèle à la fois l'attitude husserlienne qui consiste à poser l'attitude naturelle et à essayer de découvrir son sens par le biais de l'époquée, et ce que fait Marx dans l'attitude naturelle qu'on a dans le rapport aux marchandises, où il fait toute une critique du fétichisme et de la manière avec laquelle la marchandise apparaît comme marchandise, voile son statut d'objet produit, d'un producteur. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur comment ça s'articule ? Bah oui, c'est-à-dire que en fait, il s'agit d'écrire en fait ce qu'on peut appeler, ce que Husserl appelle la crise, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est. Et en effet, chez Marx, à travers l'idée de fétichisme de la marchandise, enfin pour le reformuler avec une expérience sociale qui nous est commune à tous, voilà, quand on va dans un supermarché ou dans un Carrefour Market au coin de la rue, on est entouré d'une multitude de marchandises dont personne, en voyant ces marchandises, ne se questionne sur ce qu'elles expriment, ce qui se joue en elles, etc. Elles sont là, point. Et nous, on est ceux qui vont consommer ces marchandises. Et il y a une sorte d'évidence de ce monde-là qui n'est pas questionné. Et le geste de Marx, c'est précisément de dire, mais en fait, c'est un fétichisme. C'est-à-dire qu'on manque ce qui se joue là. C'est-à-dire que ces réalités-là, donc ce paquet de BN, occultent tout un monde de ressources naturelles, enfin d'éléments naturels transformés en ressources, d'êtres humains transformés en ressources, et en fait toute cette réalité-là d'expérience, tous ces vécus, ils sont occultés, et les pratiques du capitalisme produisent ce monde en fait complètement occulte, complètement opaque, quoi, et on a besoin d'un geste qui vient faire apparaître qu'il y a autre chose que la marchandise. Ce que fait par exemple apparaître la grève, c'est-à-dire que quand les raffineurs sont en grève, d'un coup il n'y a plus rien qui coule de la pompe à essence, ça fait apparaître qu'il n'y a pas juste des pompes à essence et de l'essence. En fait, il y a des vies humaines, il y a des travailleurs, des travailleuses, et de manière analogue chez Husserl, voilà, c'est dire le monde n'est pas simplement constitué d'entités qui seraient explicable de manière physique, il y aurait simplement des réalités matérielles qui nous entoureraient. Ce projet de Galilée, de mathématisation de la nature, d'un rendre compte du monde comme une grande équation, quoi. Voilà, toutes les choses sont là, et puis bon, on est dedans, et de dire, mais non, mais en fait, il y a toujours des vécus qui sont derrière. L'espace, c'est pas simplement 3 dimensions. Oui, évidemment, on a tous appris à se rapporter à l'espace comme étant 3 dimensions, donc des séries de coordonnées.
où on se... Et ce que Husserl nous rappelle, c'est que l'espace, c'est d'abord toujours en fait un espace qui se constitue à partir d'un corps. Je suis là, et en fait, je suis pas simplement à un endroit du quadrillage mathématique du monde, je suis là à une certaine distance par rapport aux uns et aux autres, dans une manière dont l'espace se constitue charnellement et qualitativement. Et du coup, toute cette expérience qualitative qui tend à être effacée sous cette mathématisation du monde, Husserl, là, avec la réduction phénoménologique, nous invite à faire apparaître cette expérience-là. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment là, pour moi, le cœur de l'analogie entre les deux. Ouais. Donc la grève, c'est une époquée sociale. D'une certaine manière, oui. Alors, quand je m'intéressais à Marx au tout début, et que j'en parlais notamment avec Émilie Tardivet, dont je parlais tout à l'heure, elle m'avait dit une fois, dans un enthousiasme qui me semblait a posteriori assez peu radical, mais elle disait finalement, le commerce équitable, c'est une forme d'époquée phénoménologique qui fait apparaître le producteur du Pérou sur le paquet de café. Alors bon, il ne faut pas être dupe, je crois, de ce commerce équitable et du petit jeu marketing qui fait apparaître Miguel et Anita de tel village dans une coopérative au fin fond de... Voilà. Mais par contre, derrière, l'idée qui me semble très importante, c'est que de fait, le capitalisme se définit comme occultation du monde de la vie, occultation de ce monde. Et il y a quelque chose à faire pour faire réapparaître. Et l'enjeu de ce que j'appelle communiste dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on fait réapparaître ce monde commun, de ce monde qui se constitue dans l'intrication de toutes nos vies, et qui est là en permanence, mais qui est en permanence occulté, et quels sont les gestes qui peuvent le faire ressurgir, réapparaître, et interrompre ce monde apparemment réglé d'avance, qui est celui de la machinerie capitaliste, comme dit Marx. Ouais, mais en fait, ce qui est frappant en te lisant et en t'écoutant maintenant, c'est qu'on sent que tu réhabilites une certaine lecture, disons, humaniste de Marx, alors qu'il y avait une tendance, au départ, la première réception du marxisme par la philologie française, Traductavo, et puis ensuite dans le développement théorique du marxisme en France avec Althusser, avec d'autres, etc., à nier cette dimension humaniste de Marx, c'est des manuscrits de 44, etc. Althusser avait défendu la coupure épistémologique radicale entre un premier Marx dont tu parles, qui considère qu'il y a un monde de la vie sur lequel se greffe le capital et donc un système d'aliénation et d'exploitation de l'homme. Et il veut remplacer ça par une vision très mécaniste du marxisme, qui semble en fait ne plus être du tout à la mode et plus personne qui semble défendre ça aujourd'hui. Bon, il y en a toujours, hein, je pense. Oui, bon. mais derrière, il y a il y a évidemment toute l'histoire de la réception du marxisme au XXe siècle, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais et un des éléments qui a joué, c'est l'ordre dans lequel on a reçu les textes de Marx, en fait. Les manuscrits 44, en fait, ont été, donc, qui sont les textes dits de jeunesse de Marx, et donc sur lesquels je m'appuie beaucoup. Et on les a reçus tard, en fait, c'est-à-dire que toute une grande partie de la réception de Marx s'est constituée à partir des textes plus tardifs, notamment du Capital, ce qui fait que dans cet ordre-là, si on lit le Capital d'abord, on peut, et encore, je ne suis pas complètement convaincu, mais on peut lire chez Marx une forme d'économicisme qui, Marx, finalement, c'est l'économie un peu plus achevée que ce que faisaient les économistes classiques, donc c'est un livre d'économie. Et du coup, quand après coup, dans les années 30, on découvre les manuscrits de 44, en 1930, on découvre le manuscrit de 1844, on se dit mais non mais ça colle pas, et donc une des hypothèses, et notamment celle d'Althusser un peu plus tard, c'est de dire en fait il y a une coupure, il y a des textes de jeunesse dans lesquels c'est un idéaliste, en fait il est encore hegelien, et il n'a pas vraiment rompu avec l'idéalisme hegelien, et puis il y a des textes de maturité dans lesquels il parle plus d'aliénation, ce qui est un concept un peu louche, mais il parle d'exploitation, ce qui est un concept quantifiable, mathématisable, économique, et donc il y a cette... De fait, il y a cette histoire-là, et ce qui fait que je pense aujourd'hui, en fait, tout simplement, quand on peut lire Marx dans l'ordre, et c'est ce qui m'est arrivé moi, parce que en fait, j'avais pas d'a priori sur la continuité ou la discontinuité de l'œuvre de Marx, j'ai juste commencé à lire Marx par les manuscrits 44, puis après je suis arrivé au Capital, et quand on lit dans l'ordre, il me semble qu'apparaît assez clairement une forme de continuité. Alors évidemment, comme tout auteur, il y a des évolutions, du vocabulaire qui change, etc., mais il y a une continuité. Et l'idée, enfin, ce qui est apparu à certains comme un Marx strictement économique, en fait, à mon sens, ne tient pas. C'est-à-dire que la dimension économique de l'œuvre de Marx est inséparable de cette dimension philosophique. En fait,
ce que moi j'appelle phénoménologique, c'est-à-dire de partir du vécu et de l'expérience. Et en fait, ce que Marx décrit dans Le Capital, c'est pas simplement une théorie économique du capitalisme et de l'exploitation, de comment on fait de la plus-value à partir du travail, etc., ce qui évidemment il le fait, mais il décrit comment le monde du capital se constitue à partir d'une vie, à partir de vies singulières qui sont en permanence occultées, séparées, et il décrit le monde. Et d'ailleurs, il y a cette formule chez Marx, il parle de monde des marchandises, Warenwelt, le monde des marchandises, et c'est vraiment, il décrit une expérience du monde en fait. Le Capital est une description phénoménologique de ce qu'est l'expérience du monde dans le capitalisme. Donc, voilà. Donc de fait, moi je suis du côté de cette continuité. Après, en fait, il y a toute une histoire ancienne d'une réception d'un Marx de ce style-là. Il y a tous les marxismes hétérodoxes. Enfin, il y a une histoire peut-être discontinue de plein de gens qui ont dit des choses un peu dans cet esprit-là. Depuis Michel longtemps. Henry notamment. Et voilà, et notamment beaucoup de phénoménologues, dont Michel Henry, qui avait cette phrase sûrement un peu excessive mais stimulante de dire le marxisme c'est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx. Voilà. Donc une manière pour Michel Henry d'entrer dans l'interprétation de Marx en envoyant bouler tout le monde, qui est évidemment exagérée et pas très juste vis-à-vis de tout ce qu'il y a eu avant lui, mais qui dit en fait lisons Marx pour lui-même. Sachant que Michel Henry, il dit qu'il lit Marx pour lui-même, mais il voit partout du Michel Henry dans Marx, et probablement que moi-même je vois partout de mes propres idées dans Marx, et qu'on fait tous un peu ça. C'est comme dans son Kandinsky, voilà. Ou comme par hasard Kandinsky pense comme lui, surtout. Voilà. On a tous peut-être un peu ce défaut-là. La question que je me pose aussi, qui est l'ouvrage semble constituer cette philosophie, cette phénoménologie de la praxis que tu cherches, qui serait d'essayer d'arriver à comprendre comment est-ce que le monde se constitue, dépendamment des deux processus d'aliénation dont tu parles, le processus d'aliénation capitaliste et disons le processus d'aliénation ou de séparation que conduit une attitude purement théorique dans le monde de la science. Ta démarche semble amener vers un sol commun ou un lieu commun que tu appelles communisme. Ouais. Mais c'est également aussi ce vers quoi la théorie doit mener. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que le communisme ? Alors peut-être, avant d'arriver à là, que je clarifie l'expression de féminisme de la praxis que tu as reprise. Mon intuition était de dire que finalement, ce que fait Marx, c'est de décrire comment le monde se constitue pour nous à travers des praxis. C'est-à-dire dans notre agir, comment ce que l'on fait est toujours une manière aussi dont le monde prend forme pour nous, et qui est donc voilà, la praxis du travailleur aliéné que décrit Marx dans le 1844 constitue pour lui le monde sous une certaine forme, où je reprends l'exemple tout à l'heure de la consommation dans le supermarché, cette pratique-là constitue pour nous le monde sous une certaine forme, et du coup de retrouver ça chez Husserl aussi en montrant comment les descriptions de la constitution du monde chez Husserl s'approfondissent dans un certain nombre de textes, dans une constitution qui n'est pas simplement celle de vécu de conscience, comme si ça se passait simplement dans la tête, mais on comprend que le vécu dont parle Husserl, c'est un vécu en chair et en os, c'est-à-dire un vécu charnel, dont il va insister sur les dimensions intersubjectives, c'est-à-dire c'est pas un vécu qui m'est propre, mais c'est un vécu qui se constitue dans des relations avec d'autres, c'est la dimension qu'il appelle aussi générative, c'est-à-dire la manière dont ça s'inscrit dans une temporalité, et en fait, j'ai essayé de montrer comment, finalement, Marx ne fait pas que décrire des modes de production, mais il décrit des pratiques, et Husserl ne décrit pas que des vécus, mais il décrit des vécus de pratique. Et donc, en fait, Marx et Husserl se retrouvent sur ce terrain-là, qui décrit comment le monde se constitue pour nous, dans nos gestes, dans nos pratiques. Et c'est là où je reprends le concept de communisme en ayant un usage un peu hétérodoxe par rapport à son usage habituel. C'est-à-dire que je définis pas le communisme d'abord comme un type d'organisation économique, en disant, bah là, le communisme, c'est, je sais pas, la propriété collective moyen de production, ce qui en fait dit pas grand chose parce que ça dépend, ça veut dire quoi collectif, qui, comment, voilà. Mais plutôt que de définir le communisme par une sorte de programme qu'il s'agirait d'appliquer, comme si le communisme était un programme théorique qu'on avait, et puis il s'agissait de conquérir le pouvoir pour appliquer ce programme-là, économique, politique, je dis mais le communisme c'est cette dimension que l'on découvre de le monde n'est en fait jamais rien d'autre que ce qui se constitue dans l'entrelacement de nos pratiques et de nos vécus. C'est-à-dire que le fond de la réalité du monde, c'est ce que Husserl appelle communautisation, ou qu'on pourrait dire communisation, la manière dont du commun se constitue dans des vécus qui s'entrelacent, qui se mélangent, comment finalement il y a toujours, dans les moindres gestes, dans le moindre échange marchand, dans la moindre rencontre, en fait il y a du commun qui est en train de se constituer, et que la vérité du monde, elle se joue là, et c'est ce commun qui précisément
tant dans l'aliénation des sciences modernes que dans l'aliénation du capitalisme, est occulté. C'est précisément ce commun-là qui fait qu'en fait, on a l'impression d'être simplement des individus juxtaposés les uns aux autres, alors qu'en réalité, on est en permanence en train de constituer ce commun-là. Et donc ce commun, il me semble que c'est ce communisme, c'est ça le communisme. Et donc notre situation, c'est que ce commun-là, il est en permanence occulté. Hein, donc c'est un sens que je donne à la formule un peu étrange de Marx au début du manifeste du Parti communiste, où il parle du spectre du communisme. Il dit, un des sens possibles du spectre du communisme, c'est de dire que en fait, le communisme, qui est constitutif de nos existences, il est en fait rendu spectral, c'est-à-dire qu'on essaye de... Un spectre, c'est on l'a tué, mais il meurt pas. Et donc le communisme, on essaye de le tuer, mais pourtant il ne meurt jamais, il est toujours là. Et donc il reste là à titre de spectre, mais à titre de spectre, il est aussi ce qui peut ressurgir à tout moment, et ce qui ne se laisse pas tuer. Et donc ce communisme est à la fois ce sol de nos vies, et en même temps ce qui est, qui est toujours occulté dans notre condition historique, et qui est appelé à ressurgir, quoi. Et donc en ce sens-là, c'est à la fois une sorte de prémisse et de point d'arrivée. En disant que point d'arrivée, il ne faut surtout pas imaginer une sorte de point auquel on pourrait être arrivé, mais cette dimension qu'il s'agit de toujours chercher à ne pas occulter, quoi, à toujours faire réapparaître. Et c'est une dimension que tu qualifierais comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est le rapport intersubjectif lui-même entre les individus, ou bien est-ce qu'il faut que ce rapport intersubjectif soit pris dans certaines dispositions sociales particulières, où il n'y a pas de rapport marchand, où il n'y a pas de rapport d'exploitation, où il n'y a pas de rapport... En fait, mon projet dans ce livre, c'était, en parlant d'une phénoménologie de la praxis, aussi d'aboutir à une phénoménologie critique qui juge les praxis sur pièce. C'est-à-dire de se dire, mais quelle praxis, quel monde? C'est-à-dire quelle praxis constitue de quelle manière le monde? J'ai donné l'exemple du supermarché, on voit quel monde ça constitue, bon, clairement c'est plutôt occulte le communisme que ça manifeste, et donc il s'agit de se demander, mais comment est-ce qu'une praxis fait apparaître ou non le monde? Et en fait, je qualifie un peu la crise dans laquelle on est comme précisément un monde qui se constitue, un monde que nos pratiques et nos gestes de tous les jours constituent, mais qui se constitue comme n'ayant rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'on constitue en permanence par nos gestes un monde qui se présente comme n'étant pas constitué par nous. Je sais pas, je bosse sur une chaîne de production pour emballer des brioches dans des emballages plastiques, dans des blisters, voilà, donc je fais ça, mais j'ai ce geste-là, quotidien, où je ferme mon sachet plastique pendant 8 heures par jour, mais à aucun moment je ne me constitue comme celui qui se manifeste à travers ces brioches, et quand je passe au supermarché acheter une brioche avec mes enfants, je me dis « Ah, regarde, c'est moi !» C'est-à-dire que, en fait, le lien entre le monde que j'ai constitué et moi est occulté. Pourtant, c'est bien moi, enfin c'est bien nous, qui avons engendré ce monde par toutes nos pratiques. Donc, la crise, c'est une pratique qui occulte cette dimension communiste, c'est-à-dire qui occulte comment la pratique constitue le monde, et du coup, il s'agit de penser des pratiques qui fassent apparaître cette dimension-là. Et alors, il y a des bribes chez Marx, quand dans les textes de Marx sur la Commune de Paris, il y a un passage qui est assez fort dans lequel il dit, mais la grande mesure de la Commune de Paris, c'est pas telle ou telle mesure législative prise par les communards à Paris, du type l'abolition du travail de nuit, la réappropriation des moyens de production, toutes ces choses-là, qui sont évidemment toutes des choses extrêmement importantes, mais il dit, la grande mesure de la Commune de Paris, c'est son existence elle-même. C'est le fait, c'est pas le fait qu'on ait pris des mesures pour les travailleurs et les travailleuses, mais c'est le fait que les travailleurs et les travailleuses aient pris eux-mêmes ces mesures-là. Et donc, c'est pas on pense pas, on dit il faut telle structure pour que, mais en fait, il faut des structures par lesquelles cette vérité de nos existences va pouvoir apparaître. Et donc, évidemment, ça donne des repères. On voit bien que, l'analyse de Marx montre que la propriété privée des moyens de production occulte cette dimension-là, et donc en ce sens-là, elle doit être critiquée, remise en cause, etc. Mais on voit bien, et en fait ça on le trouve chez Marx en 1944, que l'idée de ce que Marx en 1944 appelle un communisme brut, par communisme brut ou vulgaire, il désigne une sorte de collectivisation totale des moyens de production, mais complètement abstraite, qui ne change pas du tout notre rapport au travail et à la production, et en fait il dit, mais en fait ça change rien du tout. Alors la bonne illustration de ça, c'est la nationalisation, l'étatisation soviétique, voilà, donc, les travailleurs sont propriétaires par la fiction de l'État. Bon, mais en fait, dans la réalité de leurs gestes et de leurs pratiques, ils constituent le monde dans la même aliénation, dans la même occultation de leur vie et de leur puissance collective que dans les conditions capitalistes. Donc, dire propriété collective ne résout pas le problème, ne suffit pas.
Ça veut dire qu'il faut se demander mais quel type de propriété, quel type de pratique, quel type d'organisation vont faire apparaître et vont laisser apparaître toujours de manière nouvelle cette puissance communiste là. Et, il y a plein d'expériences, là on peut aller du côté des expérimentations sociales, plein d'expériences qui signifient ça, quand des gens créent une coopérative pour organiser leur travail ensemble, en fait ils font bien plus que d'être propriétaires de la moyen de production, en fait ils sont propriétaires de leur expérience du monde, ils constituent une expérience du monde sur laquelle ils ont prise. Et voilà, donc j'essaye de défendre cette idée que une sorte de critère phénoménologique, on peut analyser phénoménologiquement les pratiques pour se demander si elles font apparaître ce communisme-là ou non, et on peut juger sur pièce les praxis, quoi. C'est une conception intéressante, parce que dans le débat actuel, on parle de capitalisme, de technoféodalisme, de différentes choses comme ça. On a une vision assez statique de ce que c'est que le mode de production, ou le rapport social qui a engendré la mode de production. Et à l'inverse, quand tu dis une pratique, on va juger la pratique comme telle et juger cette pratique manifeste ou non le communisme ou manifeste autre chose. C'est une manière plus dynamique de comprendre la pratique concrète et ses effets réels. Et je voulais savoir par rapport à ce que dit Bernard Friot sur le déjà-là communiste, sur le fait qu'il y ait des pratiques qui, dans notre monde actuel, manifestent déjà le communisme. Toi, tu as cité des expériences, disons, la grève ou l'occupation ou l'organisation de l'autogestion d'une entreprise. Est-ce que tu penses qu'on peut aussi, qu'il y a un lien à faire entre des pratiques qui manifestent un déjà-là communiste Alors oui, et en même temps, donc on a parlé tout à l'heure de Bernard Friot un peu avant, et c'est un ami aussi, mais ça vaut être un ami, je connais assez mal son travail d'un point de vue théorique, donc je ne serais pas capable de creuser davantage, mais il y a, peut-être que tu saurais nous en dire un peu plus, et toi qui connais beaucoup mieux aussi le travail de Bernard, mais il y a, je pense, un lien à faire entre ce qu'il appelle ce communisme déjà là et ce que j'appelle moi, dans un jargon phénoménologique, communisme transcendantal. Mais peut-être qu'après dans la discussion tu pourras en dire des choses qui compléteront. Donc je ne saurais pas trop dire, mais peut-être aussi juste ajouter un point. En fait, par rapport à ce que tu disais, les grandes structures, on dit capitalisme, technoféodalisme, libéral. Enfin, on a des grands mots comme ça, mais précisément, il me semble que le geste fondamental ici, c'est en fait de ne pas se contenter d'une analyse de surplomb des modes de production comme si c'était des entités métaphysiques qu'on allait pouvoir. En fait, c'est des vies humaines, en fait, c'est des pratiques. Et ce qu'il s'agit de retrouver, c'est de l'autonomie aussi du côté de nous-mêmes, quoi, de comment est-ce qu'on a envie de vivre. Alors je tire Marx du côté de quelque chose d'un peu plus anarchisant que ce qu'on attribue habituellement à Marx, mais il me semble que de ce point de vue-là, en fait, les expériences des sociétés paysannes, de toutes les sociétés de subsistance, en fait, ont plein de choses à nous dire, parce que précisément, il y a des choses là qui sont l'inverse de l'expérience du supermarché. L'expérience des activités de subsistance par lesquelles, dans des rapports d'interconnaissance, on satisfait nos besoins, en fait, c'est précisément qu'on constitue un monde par des gestes, mais dans ces gestes, ceux qui constituent le monde ne sont jamais occultés. Si on mange, même sans aller dans une société de subsistance lointaine, moi j'habite en Bourgogne, et une des raisons pour lesquelles on a quitté la banlieue parisienne, c'est ça, je pourrais la traduire en langage phénoménologique, c'est que concrètement, ce qui me nourrit, ce qui nourrit ma famille, c'est pas simplement des marchandises, mais c'est la viande élevée par des cochons élevés par Florence, c'est les légumes de Nadine, et en fait c'est tous ces visages qui apparaissent dans chacun de ces biens, et toutes ces pratiques-là font apparaître des visages, quoi. Et en fait ça me semble infiniment plus désirable que l'anonymat du supermarché dans lequel on va aller piocher notre paquet de BN, notre chou-fleur sous blister. Oui, c'est très bien. Tu parles de rendre le communisme désirable dans cette idée-là. C'est d'ailleurs, nous, c'est une réflexion qu'on se fait beaucoup ici, c'est-à-dire comment rendre le communisme désirable, comment montrer que le communisme n'est pas seulement l'idéal théorique qu'on pourrait atteindre dans le futur si jamais il y a révolution et prise de pouvoir d'État, mais que dans nos pratiques actuelles, on manifeste ou non une aliénation, une exploitation de autrui ou des comportements, disons, de classe. Est-ce que tu parlais de différentes expériences, est-ce que tu as des idées d'expériences révolutionnaires ou bien de pratiques révolutionnaires qui pourraient être faites en ce sens? En fait, je pense que dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est impliqué, qui est très important, c'est la question de la temporalité.
c'est que précisément si on considère le communisme comme une sorte de programme idéal dont certains auraient le détail et il faudrait que ces gens-là prennent le pouvoir pour ensuite l'appliquer, on se retrouve dans une temporalité en fait, qui me semble très problématique, dans laquelle finalement ce qui compte c'est le résultat, et donc pour ça on va devoir prendre le pouvoir, et éventuellement cette prise de pouvoir elle peut être pas du tout communiste dans son style, mais par contre elle aboutira un jour au communisme. Voilà. Donc une temporalité dans laquelle on se projette dans le futur au point de déréaliser complètement le présent. Et évidemment, il y a, sur la question de la temporalité, chez Marx, il y a des choses très contradictoires, il y a des lignes qui sont... il y a différentes lignes dans ces textes, et il y a un certain nombre de textes de Marx qui donnent l'idée que le communisme serait le terme d'un développement naturel de l'histoire. Il me semble qu'il y a aussi d'autres choses qui me semblent plus intéressantes chez Marx, et notamment ce sur quoi je finis le livre, en fait. L'idée que il faut pas simplement penser... Il faut pas penser des pratiques en se demandant quel sera à la fin leur résultat, c'est en regardant non pas la pratique elle-même, mais en regardant ce qu'elle produirait. Donc par exemple, la conquête du pouvoir, qui implique l'usage de la manipulation par les médias de masse, qui implique la corruption pour faire sa place, qui implique, etc. Mais à la fin, le communisme, voilà. Donc on pense l'activité en vue de son résultat, mais en fait il s'agit de penser l'activité comme praxis. C'est-à-dire, non pas simplement dans ses résultats futurs, mais dans ce qu'elle inaugure, ce qu'elle instaure au présent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue dans telle pratique. Et en ce sens-là, s'il s'agit de faire jouer l'immense machine de la société du spectacle et des rapports de pouvoir, etc., pour peut-être un jour avoir le pouvoir, alors qu'en fait on est juste en train de constituer au présent un monde qui est l'inverse de ce qu'on veut, ça me semble très problématique. Donc il me semble que le communisme, il se joue dans des actes, dans des pratiques dans lesquelles il n'y a plus de séparation entre les moyens et les fins. C'est-à-dire, j'ai trouvé cette formule chez Gunther Anders la semaine dernière, qui dit la vraie vie commence lorsque le chemin vers la source abreuve autant que la source elle-même. C'est une formule que je trouvais très belle, mais pour critiquer cette disjonction des fins et des moyens. Et donc, il me semble que le communisme commence lorsque cette disjonction des fins et des moyens est abolie, et lorsque, précisément, il y a quelque chose qui se joue ici et maintenant, qui instaure une réalité, qui fait apparaître la vérité du communisme. Et donc, je crois que ça se joue parfois dans des choses minimales, d'un échange vrai, d'une micro-expérience ici ou là, d'un lieu autogéré qui essaye d'instaurer quelque chose de différent. Mais évidemment, on retombe dans une question à laquelle j'ai pas la réponse. Évidemment, quand on dit ça, on pourrait tout de suite dire d'accord, c'est bien, voilà. C'est bien joli, le petit communisme, par des petites bribes là, voilà, à Notre-Dame-des-Landes, un petit peu à Bure, un petit peu au Salon-Toutard peut-être, un petit peu, voilà. Mais ça renverse pas le pouvoir, ça renverse pas le capitalisme. Oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. Et là, pour le coup, j'ai une lecture plus anarchisante que on l'a habituellement de Marx, dans lequel, en effet, il y a peut-être, c'est un effet de multiplication de lieux qui forment des brèches et qui font apparaître un communisme qu'on essaie d'occulter pourtant partout. Et ça me semble déjà être important. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la temporalité, puisque ça fait le lien, je pense, aussi avec ton engagement. Parce qu'il y a une sorte de messianisme communiste qui consiste à dire qu'à la fin de l'histoire, comme une théologie mécanique, le communisme arrivera, alors qu'il s'agit de le réaliser ici, maintenant. Plutôt. Et en fait, sur cette question de est-ce qu'il faut entrer dans la pratique politique ou est-ce qu'il faut agir directement sur la réalité, nous on pense, ici on est plutôt dans l'idée que les deux ne sont pas antithétiques et qu'on peut avoir un soutien à des personnes qui agiraient dans le champ politique pour essayer de porter nos paroles, et puis s'il il faut, pour réaliser le communisme, agir directement, avoir une action directe sur la réalité et changer dans un instant donné la situation sociale. Et même je pense que historiquement, le Parti communiste par exemple a longtemps été aussi un parti d'éducation populaire, d'expérience collective à des niveaux locaux, etc. C'est-à-dire que c'était pas simplement une instance politique en vue de la conquête du pouvoir, quoi. Et ces deux dimensions sont en effet... doivent être tenues ensemble en fait. Sinon si on les tient pas ensemble, pour le coup la politique devient une machinerie sans aucun intérêt, quoi.
Et est-ce que tu pourrais me dire quelques mots peut-être sur les pages de fin, sur... tu parles du communisme comme... Enfin de la révolution comme résurrection des morts et du communisme comme résurrection du passé. Et ouais. Ce qui m'a beaucoup intéressé même d'un point de vue poétique. Ouais. Je sais pas si tu vois qui étaient les constructeurs de Dieu. Ça me dit quelque Non, chose. constructeur de Dieu, je connais pas. C'était un groupe de révolutionnaires communistes qui étaient en Union soviétique pendant la Révolution et qui étaient dirigés par le poète Maxime Gorky. Et Gorky pensait que la Révolution devait non seulement transformer matériellement la vie humaine, mais devait aussi la transformer spirituellement. Et donc ces poètes et ces scientifiques avaient essayé ou entrepris de se dire bon, bah, on va construire Dieu. On va trouver une manière de faire naître cette divinité qu'appelle l'âme humaine dans toutes les civilisations, etc. Donc, évidemment, ils ont été virés, en prison, etc. Mais bon, il y a cette idée-là de ne pas attendre un messianisme, disons, mais d'aller directement. Enfin, Gorky disait il faut diviniser le peuple. Et il faut déjà répondre à l'aspiration spirituelle des masses et du peuple, en proposant quelque chose qui permet de répondre à ce besoin spirituel-là, et dont la poésie est sans doute une des formes. Ouais, eh ben, en fait, cette formule de résurrection des morts, en fait, c'est dans le 18 Brumaire, donc un des textes de Marx. C'est Marx lui-même qui a cette formule-là, et en fait, c'est un texte étonnant parce que Marx reprend tout un vocabulaire théologique qu'il utilise pour penser la révolution, et donc il parle de la révolution comme d'une résurrection des morts, mais il cite aussi l'évangile, il cite plusieurs fois l'évangile, et notamment cette formule de Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts, et dans ce texte-là, donc l'analyse est un peu précise, alors je peux pas tout remettre tous les éléments ici, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des textes de Marx dans lesquels il n'y a pas du tout cette idée un peu mécanique d'une dialectique de l'histoire qui se ferait sans nous et qui aboutirait au communisme, mais qu'on voit bien que le communisme consiste dans une interruption, avec cette formule de Marx, c'est faire advenir la poésie de l'avenir, enfin la révolution à venir. Attends, je vais retrouver la formule exacte, ce sera mieux. Sa découverte avec Marx, une tâche révolutionnaire du présent pour opérer une résurrection du passé ouvrant à la poésie de l'avenir. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. La révolution sociale du 19e siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. C'est ça la formule de Marx. Et donc il y a cette idée que la révolution ne tire pas sa poésie du passé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le résultat mécanique d'un enchaînement de causes et d'effets qui aboutirait par nécessité naturelle ou dialectique au communisme, mais qu'elle tire sa poésie de l'avenir, de ce qui encore jamais ne fut, écrit Marx. Et donc cette idée du communisme comme une nouveauté radicale, et pour penser cette nouveauté radicale, Marx utilise le vocabulaire de la théologie et le vocabulaire de la résurrection. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que précisément en fait, la résurrection dans la théologie chrétienne, c'est de l'ordre de l'interruption et du renouvellement de toute chose. C'est-à-dire que si on prend les textes de Paul dans l'Épître aux Corinthiens pour parler de la résurrection, c'est ce qu'on ne peut pas attendre, on peut pas savoir quand ça va arriver, mais ça va tout transformer. Et donc penser ici la révolution, non pas comme sous le mode de la continuité, même dialectique, mais sous le mode de l'interruption de quelque chose et de l'apparition d'une nouveauté radicale. C'est ça qui m'a intéressé là-dedans. Et cette nouveauté radicale, qui en même temps, et c'est ça qui est subtil dans ce texte, ne fait pas fi de ce qui était là avant. C'est pas du passé faisons table rase comme dans l'Internationale. Ça fait pas fi du passé parce qu'en réalité, il s'agit en réalité de retrouver cette potentialité de vie qui est dans chacune de nos existences niée. Et donc, en laissant jaillir, en laissant place à cette puissance communiste de nos existences, en fait, on laisse parler aussi toute cette puissance communiste des générations passées qui à chaque fois a été occultée et qui fait que notre récit du passé, c'est en général un récit d'une histoire du point de vue des vainqueurs, pour parler comme Benjamin, dont on retient en fait les grands hommes, les grands noms, etc. Et en fait, on a, sous prétention de transmettre l'histoire du passé, on a en fait raconté une histoire de vainqueur en étouffant toute la vérité historique et sociale des vécus de cette histoire. Et finalement, en pensant cette interruption et cette nouveauté de la Révolution, il s'agit d'être fidèle au passé, mais d'être vraiment fidèle au passé, c'est d'être fidèle à la puissance de nouveauté qui était dans chacun des instants du passé. Et donc voilà, avec cette idée qui vient de Benjamin, que cette révolution, elle est en même temps une rédemption de tout ce qui a été nié et écrasé dans le passé. Ouais. De manière plus laïque, Pasolini aussi disait « Je suis une force du passé, tout mon amour va à la tradition », dans cette idée que ce qu'il fallait sauver
dans la révolution communiste, c'était ce passé, c'était cette tradition, cet héritage qui est nié et occulté par l'industrialisation, le capitalisme. Et en fait, derrière, il y a une vraie question de comment est-ce qu'on pense ce passé et cette tradition, et comment est-ce qu'on pense ça d'une manière révolutionnaire, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'on pense une tradition révolutionnaire, là, plein d'auteurs là-dessus, Charles Péguy, des choses magnifiques là-dessus aussi. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, on peut penser une tradition discontinue en réalité. C'est-à-dire que notre concept de tradition, c'est souvent un concept en fait, qui homogénéise tout pour donner raison au point d'arrivée, c'est-à-dire on prend le point de vue du gagnant, puis il retient du passé tout ce qui justifie sa présence, et il dit bah oui, évidemment, le passé confirme mon existence puisque tout m'a amené à moi. Voilà, mais en fait, en faisant ça, on construit une tradition par une vision rétrospective, on construit une continuité, et en fait, cette tradition continue, homogène, elle est la négation de ce que la véritable tradition, c'est la discontinuité permanente. La véritable tradition, c'est le fait qu'il y a à chaque instant de l'histoire des possibilités d'avenir infinies et qu'il n'y avait pas de nécessité qu'on arrive à la fin à tel endroit. C'est un rapport de force qui fait qu'on est arrivé là. Mais il y avait plein d'autres avenirs possibles et le passé dont on hérite contient tout ça. Donc hériter du passé, c'est pas hériter d'un truc figé qui dit il faut faire comme on a toujours fait parce que c'est bien et parce que c'est la nature. Mais hériter du passé, c'est hériter de cette puissance de surgissement et d'insurrection que contiennent toutes les vies du passé. Donc je pense qu'on peut avoir un concept de tradition discontinue, discontinuiste, révolutionnaire, voilà. Ce qui permet notamment, et ce qui est important pour penser les questions écologiques, de penser ce qu'il y a de révolutionnaire dans les sociétés paysannes précapitalistes, ce qu'il y a de révolutionnaire dans les pays non capitalistes ou toutes les formes de vie qui ont subsisté, voilà, de penser qu'il y a du passé révolutionnaire. Voilà. Et du présent. Et du présent, évidemment. Évidemment, du présent révolutionnaire. Si on peut ouvrir la discussion en public, si quelqu'un a une question, une intervention. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là, dans ce que j'ai entendu, j'ai pas lu le livre, donc c'est les thèmes de communisme et de révolution qui sont finalement assez peu présents chez Marx, qui ont été retraduits par le marxisme-léninisme dans une théorie, comme tu l'as dit, eschatologique, le communisme étant ce qui arrive tout à la fin et la révolution étant le moyen d'arriver à cette fin, moyen lui-même repoussé au grand soir dont on attend l'avènement mais dont on n'est pas tout à fait certain, malgré bien que la bourgeoisie produise ses propres fossoyeurs, on n'est pas absolument certain que le travail de la taupe soit assez rapide. Bref, tout ça c'est du futur dont on ne veut pas trop parler en fait, parce que ce qui nous intéresse, c'est la description de ce qui est aujourd'hui le monde constitué par le mode de production et les petits déplacements possibles dans la lutte des classes. Bon. Alors, donc ça repousse l'essentiel à plus tard et un plus tard. Bon. Et toi, tu montres que non, que ce plus tard, il est déjà là, pour reprendre la formule de Bernard Friot. Et le déjà là, si j'ai bien entendu, c'est pas simplement, bon, lui, il le voit dans un certain nombre d'acquis de la lutte des classes à certains moments de l'histoire, qui sont des acquis, alors, du passé, mais en même temps, qui sont présents, qui continuent à agir, et qu'il faut, qui sont des lieux de lutte actuelle. Mais c'est toujours ponctuel, enfin c'est toujours fragmentaire, ponctuel. Là, j'ai l'impression qu'il y a un déjà là fondamental qui est le monde commun, où tu as dit aussi le sol, enfin il y a des expressions, le monde commun. Moi c'est ce que j'appelle le présent en fait, mais le présent toujours absenté par la construction occultante, historique occultante, et en particulier dans la grande occultation qui est le capitalisme. Alors, bon, donc ça m'a trouvé très intéressant, et donc il y a le phénoménologique, c'est le moyen d'accéder par des coups finalement, des coups de sonde, mais très rapides, vers ce commun. Alors, moi j'aurais juste un doute, enfin quelque chose que j'arrive pas trop à... Pour moi, la phénoménologie, ça reste quand même quelque chose de très intellectuel.
j'arrive pas trop à sortir de l'idée que c'est pas une sorte d'intellectualisme, c'est-à-dire c'est le philosophe qui produit dans sa conscience une opération. Pour moi, c'est une objection j'ai été formé plutôt par l'idéalisme allemand que par la phénoménologie, et j'ai jamais très bien compris la différence entre, entre Husserl et Fichte. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est produit par le philosophe, et puis ensuite qui est livré comme une possibilité à la conscience commune, qui peut s'en emparer, mais c'est quand même le philosophe qui a la vérité, et donc l'accès à ce qui est caché, ça suppose cette rupture de l'époquée ou de la réduction, qui bien sûr peut être réactualisée par n'importe quelle conscience, mais ça se situe au niveau de la conscience, d'abord, pas tellement au niveau des mains et du corps, et deuxièmement, c'est quand même, il y a une sorte de primat d'une super conscience qui est le guide de l'humanité. Pour ça, moi, j'ai du mal à lui donner un sens révolutionnaire. Ça, je trouve que c'est... ou alors on retombe dans l'intellectualisme du parti avant-garde, avec les intellectuels du parti qui savent aussi où il faut aller. Et ça, c'est un schéma auquel, par contre, j'adhérerais pas du tout. Ouais. Donc il y a à la fois ce concret du retour c'est pas le terme de retour, parce que en fait ce présent n'a jamais eu lieu, c'est ce passé qui ressuscite, il n'a jamais eu lieu. Bien sûr. C'est comme chez Proust, c'est-à-dire ce que fait apparaître toute cette opération de la littérature, c'est un passé qui est du pur présent, mais du présent qui n'a jamais été présent. Bon. Et donc ça, alors là, je consonne tout à fait avec cette idée. Mes réflexions sont un peu en vrac. Et donc, je consonne tout à fait avec l'idée d'un communisme libertaire. Alors, je dis ça parce que c'est l'expression que je suis en train de lire des textes de Sartre, du dernier Sartre après 70. Et c'est ce qu'il, finalement, c'est ce dans quoi il condense sa pensée politique, et qui est fondamentalement une critique du marxisme-léninisme, c'est-à-dire de tout ce qu'on a dit, de cette vision finaliste, eschatologique de la Révolution, et qui suppose qu'on arrête avec le primat de celui qui sait sur celui qui ne sait pas, et celui qui guide sur celui qui doit être guidé. Et donc, oui, ça fonctionne assez bien avec ce que tu as dit, il me semble, enfin le libertaire, quoi, que il ne peut y avoir de communisme que si on se libère de ce schéma intellectuel. Bon, voilà, en vrac. Non, mais merci, parce que c'est important en fait de j'aurais à dire, mais je me sens tout à fait en phase avec ça. Oui, je pense du fait qu'on se retrouve beaucoup là-dessus, et en fait, sur cette question, je rappelle juste un texte de Marx dont je n'ai pas parlé, mais qui est qui me semble tellement important que je ne voudrais pas oublier de le citer. Dans les manuscrits 44, il y a ce passage où Marx décrit ce que font les ouvriers communistes. Et il dit les ouvriers communistes commencent par se rassembler pour organiser la propagande, et à l'occasion de ils se retrouvent, ils boivent, ils mangent, ils fument ensemble, mais boire, manger, fumer, au début, c'est simplement les moyens pour quelque chose de plus sérieux, qui est organiser la conquête d'un jour le pouvoir. Et Marx dit que en fait, en faisant ça, ils découvrent que leur besoin véritable, c'était de boire, manger, fumer ensemble. Et donc, ce qui apparaissait comme un simple moyen stratégique devient la finalité. Et en fait, à mon sens, le communisme, il est là. C'est-à-dire que le communisme, il n'est pas dans le fait qu'un jour, peut-être, on aura le pouvoir, mais il est là au moment où, en fait, on est en train de boire, fumer ensemble, et c'est ça le communisme, à mon sens. Voilà. Et je pense que là-dessus, on est vraiment raccord. Alors, la question avec la phénoménologie. Réponse en deux temps. Alors, de fait, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est à la fin, j'essaye de dire, mais il s'agit de penser, non pas simplement la praxis de la réduction phénoménologique comme révolutionnaire, mais il s'agit de penser des praxis réductives. Alors, j'inverse le truc, c'est-à-dire qu'il s'agit de penser quelles sont les pratiques, mais pas simplement théoriques, les pratiques qui opèrent cette réduction phénoménologique, qui font ce que tu as appelé des percées qui nous mènent à ce communisme. Et donc, je parle même de forme de vie réductive. Et donc, ma question, c'est pas simplement génial, le phénoménologue, lui, est capable de voir le communisme et donc il va pouvoir nous guider, mais c'est concrètement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelles sont les praxis
qui nous permettent de faire apparaître, d'opérer cette réduction à même nos vies, indépendamment d'un acte... Mais on est loin de Husserl quand même. Là. Alors, c'est là où, donc c'était le premier temps, ça c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Alors, dans quelle mesure je peux m'appuyer sur Husserl pour le faire? Donc, de fait, je vais au-delà de ce que dit Husserl lui-même, parce que Husserl s'intéresse quasi exclusivement aux praxis théoriques. Cela dit, en fait, il insiste lui-même sur le fait que la théorie est une praxis et qu'il y a d'autres praxis qui constituent le monde. Ça, les philosophes l'ont toujours dit. Voilà. La vraie praxis, c'est la philosophie. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, mais parce qu'il s'agit bien, évidemment, j'essaye de faire jouer Husserl contre lui-même, de même Marx contre lui-même, voilà. Il y a un texte donc, des articles qui sont publiés sous le titre Sur le renouveau, qui sont des articles pour une revue japonaise, dans lesquels Husserl, à 2 reprises, utilise l'adjectif de communiste. C'est la seule occurrence. Marx ne cite... voilà, je m'embrouille. Husserl ne cite jamais Marx. Par contre, il y a 2 fois où il utilise l'adjectif communiste, et il l'utilise pour décrire la communauté proprement philosophique. Et dans ces textes-là, ce qu'il appelle ce communisme, c'est pas du tout une communauté de philosophes qui verrait l'avenir et qui verrait ce qu'il faut faire et qui guiderait le reste du monde. Et même le concept de communauté communiste est utilisé comme correction d'un concept qu'il appelle communauté impérialiste. Et la communauté impérialiste étant précisément celle où l'unité de la communauté est faite par la volonté d'un chef. Et en fait, ce texte, c'est une discussion avec Hegel, en fait, il est en train de critiquer Hegel là-dedans, et du coup, il pense, ce qu'il appelle communisme à ce moment-là, c'est une communauté qui est dans ce qu'il appelle une autoconfiguration perpétuelle de soi, et donc il dit, les philosophes font ça, la philosophie fait ça, mais la philosophie fait ça, et elle a pas le philosophe qui fait ça n'a pas vocation à gouverner le reste de la société, mais il fait simplement apparaître une forme de vie, l'autoconfiguration collective, qui doit se répandre. Et donc en ce sens-là, le modèle, c'est pas un modèle impérialiste dans lequel le philosophe est le roi qui nous dit quoi faire, mais c'est l'expérience philosophique qui est une expérience d'exigence d'autoconfiguration dont le seul rôle social, c'est éventuellement de s'étendre et de faire que toute existence puisse découvrir qu'elle est philosophique, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'autoconfiguration. Autoconfiguration, on le dit avec un vocabulaire qui n'est pas celui de Husserl, c'est autogestion, ce qui est décrit comme communisme, c'est une communauté qui s'auto-organise. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est que le moment où Husserl parle du rôle du philosophe, du rôle politique du philosophe, il fait tout pour déconstruire le modèle impérialiste du philosophe qui gouverne. Voilà, du philosophe roi. Donc il me semble que... Alors évidemment, je pousse au maximum ces choses-là qui m'intéressent chez Husserl, parce que derrière, à travers Marx et Husserl, j'avais une question qui m'intéressait et que je travaille avec eux, et qui est cette question d'une praxis qui aboutit à des formes de vie réductives. Bonsoir, merci pour la conférence. J'aurais une question assez large, comme je n'ai pas encore lu votre livre, sur est-ce que vous allez attaquer la question de l'autonomie de la technique et de la pensée de la technique au XXe, ou est-ce que c'est pas un élément qui rentre dans la discussion sur qu'est-ce que la technique et toutes les réflexions qu'on peut avoir dessus, qui va rejoindre des pensées marxistes? Alors, je l'évoque un peu à la fin, mais pas avec cette expression-là. En fait, par ailleurs, mais je pense que vous avez vu juste, par ailleurs, je suis nourri de technocritique illichienne en particulier, hegelienne en partie. Voilà, donc cette question de la critique de la technique est très importante. Et en fait, ce que j'appelle phénoménologie de la praxis, c'est aussi un outil technocritique à mon sens. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut critiquer, justement, regarder les techniques autrement que comme simplement des processus productifs efficaces, mais comme des expériences qui constituent un monde social particulier. Alors je l'aborde en fait, notamment en conclusion, où je reprends cette question, en fait ce truc un peu bizarre de Marx qui à la fois fait une phénoménologie de l'expérience industrielle très, très critique, quoi. Il décrit les transformations de la production de la corporation médiévale jusqu'à la grande industrie, en montrant comment ça constitue une expérience aliénée. Et en même temps, à la fin de cette section, il aboutit à cette conclusion bizarre. Il dit « Ah, mais en même temps, il faut distinguer l'industrie de son usage capitaliste. » Et il dit, les ludites, donc ces ouvriers qui sabotaient les machines, se sont trompés parce qu'ils se sont attaqués aux machines alors qu'il va s'attaquer au mode de production, au mode d'organisation sociale. Il me semble qu'il n'y a pas que ça chez Marx, en fait, il y a d'autres éléments qui permettent de penser différemment chez Marx, mais en tout cas,
il me semble qu'il y a quelque chose d'illusoire à croire qu'on pourrait garder les mêmes pratiques, mais que si elles étaient réappropriées par une sorte de fiction sociale, juridique, on en est les propriétaires, elles seraient plus aliénantes. Non, si on pense les pratiques réellement, il faut une réappropriation réelle des pratiques. Et donc, en ce sens-là, je reprends une formule de la version française du Capital, dans laquelle Marx décrit l'industrie comme incarnation du capitalisme. Il décrit, et donc, si on dit que l'industrie, c'est l'incarnation du capitalisme, ben, il faut dire, s'il y a une réappropriation de cette industrie, il ne s'agit pas de se réapproprier l'industrie telle qu'elle, il s'agit de se réapproprier une technique pour qu'elle soit l'incarnation du communisme. Donc, il s'agit de se demander quelle technique incarne le communisme. Donc, voilà, derrière la question de la technique, en fait, elle est peu développée dans le livre, mais elle est extrêmement importante. Si je peux continuer légèrement la question. Je pensais à ça parce que moi j'avais notamment lu dans la critique du programme de Gotha, Marx, une toute première phrase où il critique les programmes que lui considère comme trahissant sa pensée, en rappelant que c'est d'abord la nature et ensuite l'homme qui l'exploite pour la production. Et donc c'est pas le travailleur qui est désocialisé, mais c'est l'existence même du monde. Et je pense à l'influence de ce genre de projet que vous menez vis-à-vis des théories écologistes, et voir comment est-ce qu'on peut articuler ça, sachant les critiques qu'on peut faire de productivisme ou de progressivisme trop fort dans le marxisme, qui me paraît assez essentiel parce que jusqu'à où la production et aussi l'autonomie de la technique comme nous portant vers cette production plus importante. Alors c'est vraiment un champ de recherche immense et très très fourni aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les éco-marxismes, enfin, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et un des éléments intéressants dans cette histoire, c'est la redécouverte de... alors, il y a d'une part l'importance du concept de métabolisme chez Marx, qui est une discussion avec Liebig, qui est un chimiste agronome du 19e, donc sur le rôle de la nature et le travail comme en fait manière dont c'est pas chez Marx, dans les formules c'est toujours très clair, c'est jamais l'être humain et la nature, mais c'est toujours l'être humain comme être naturel en lien avec le reste de la nature, parce que son travail c'est sa relation métabolique avec le reste de la nature. Et aussi tout ce qui est des textes un peu plus, ce qu'on appelle le vieux Marx, le dernier Marx, textes un peu plus tardifs dans lesquels on voit l'intérêt de Marx pour les sociétés, qui découvrent à travers l'anthropologie, et notamment la commune russe, la commune traditionnelle russe, ou encore les organisations amérindiennes. Et en fait, on voit là Marx s'intéresser à tout un tas d'expériences non industrielles. Et alors que certains disent que bah non, mais il faut nécessairement pour le communisme passer par l'industrie, une sorte de nécessité historique qui fait qu'on passe par laquelle. En fait, Marx dit bah non, mais en fait il y a des choses dans la commune traditionnelle russe qui portent des germes de communisme sans avoir besoin de faire le détour. Et donc le schéma un peu dialectique, productiviste, il faut passer par l'industrie parce que c'est comme ça qu'on va dévoiler la puissance sociale de l'humanité et qu'il pourra y avoir un communisme. En fait, ce schéma dialectique-là, Marx le discute en fait. Et on se rend compte que il semble pas pour Marx à la fin ça soit une sorte de nécessité a priori de l'histoire. C'est juste la situation effective de l'Europe, c'est qu'il y a de l'industrie, et donc il s'agit de se demander comment avec de l'industrie on fait du communisme. Mais ce passage par l'industrie n'est pas une nécessité a priori de l'histoire. Bon, mais cela dit, même avec tout ce qu'on peut trouver de technocritique chez Marx, je pense qu'il faut rajouter des éléments technocritiques à Marx qui n'y sont pas. Voilà. Marx est quand même un homme de son temps qui est aussi nourri du saint-simonisme et de tous les... C'est dans quel ouvrage les aspects anthropo Alors en fait il y a deux recueils qui portent le même titre mais qui ne sont pas chez le même éditeur, qui s'appellent les deux Le Dernier Marx, et qui réunissent plusieurs des articles des textes de Marx et des articles sur le sujet. Mais moi du coup j'avais une question sur le fait que tu prends des textes qui sont quand même très divers de nature et qui n'ont pas du tout le même statut dans l'œuvre de Marx. Enfin, on aime tous beaucoup le brouillon de la lettre de Vera Zasulich, mais c'est toujours un peu compliqué de dire ah oui, dans un brouillon de lettre qu'il n'a pas envoyé, il a dit que le mire c'était cool. Et donc ce brouillon-là, c'est le brouillon dans lequel il parle de la commune traditionnelle russe. Voilà. Et le vieux Marx, c'est aussi beaucoup prendre des textes qui n'ont pas été publiés, qui ont été des notes, enfin bon. Donc j'ai un peu une question sur comment tu as choisi ton corpus de textes de Marx pour que ce soit pas, même si on est tous tentés de faire ça, prendre les textes de Marx qui vont dans ton sens.
En fait, j'ai été assez libre vis-à-vis de l'exigence philologique de reconstituer la pensée authentique de Marx. J'ai pas pris l'œuvre de Marx comme ça. Mon objectif, c'était pas de trouver la vérité de ce que Marx a vraiment pensé. Mais j'ai plutôt acté le fait qu'une œuvre, elle est là et qu'elle est à disposition pour l'interprétation. Et donc, j'ai philosophé avec ce qu'on a des œuvres de Marx. Et j'y trouve une certaine cohérence qui articule quand même des textes qui ne sont pas juste des lettres non publiées, mais les manuscrits 44, l'idéologie allemande, le Capital, qui sont quand même, même si les manuscrits ne sont pas publiés, même si l'idéologie allemande c'est des brouillons dans tous les sens, même si le Capital, il n'y a qu'un livre qui est publié, c'est quand même des textes sur lesquels Marx a travaillé un certain nombre d'années et qui ont une sorte... Donc voilà, donc mon ambition clairement n'est pas d'atteindre la véritable pensée de Marx ou de Husserl, mais plutôt de les prendre comme des œuvres qui sont là pour être, être des occasions de penser, quoi. Donc voilà, je m'en sors comme ça, qui est une manière de dire que je fais de la philosophie plus que de l'histoire de la philosophie de ce point de vue-là. Je fais de la philosophie avec l'histoire de la philosophie. Oui, j'ai une question sur la praxis, parce que ça a d'autres résonances pour moi, et aussi parce que de ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'on peut déduire qu'il y a un projet éthique de pouvoir discriminer entre les praxis. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce qu'il faut attendre de lire le livre ou est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Alors du coup, je prends les 2 points. Sur la praxis, en fait, il y a un fond, un point de départ aristotélicien. Donc le concept de praxis, il me vient d'Aristote. Donc chez Aristote, pour faire la base pour tout le monde saisisse bien de quoi il s'agit, Aristote distingue 2 types d'actions, 2 types d'activités. La poiesis, qui est l'action productive, celle qui produit des effets, et donc dont on s'intéresse qu'aux résultats, et la praxis, auquel Aristote pense principalement à la philosophie et à la politique, qui sont des activités qui ont leur finalité en elles-mêmes. Et donc il y a des activités serviles qui produisent des choses, et donc on s'en fiche de ce qui se passe dans l'activité, ce qui compte c'est le résultat, et il y a des activités libres qui produisent une expérience du monde, la philosophie, la politique. Et donc cette distinction-là, moi je pose une question à partir des outils d'Aristote, je me dis mais qu'est-ce qui se passe si on commence à regarder les activités productives, donc Aristote met dans la case de poiesis, en les regardant non pas sous l'angle poétique, c'est-à-dire quel est leur résultat, mais sous l'angle praxique, c'est-à-dire en se demandant qu'est-ce qui se passe dans l'activité elle-même. Donc je pose une question aristotélicienne à Aristote, qu'il ne pose pas lui-même. Parce que, en fait, Aristote pose jamais cette question, simplement parce que la poiesis, elle est faite par les esclaves. Les esclaves sont des instruments animés, dit Aristote. Et donc, en fait, ce que ça fait aux esclaves que de produire, Aristote s'y intéresse pas. Mais du coup, si on donne la parole aux esclaves, évidemment que pour les esclaves, ils font bien plus que de produire tel ou tel bien. En fait, ils se font eux-mêmes dans ces activités-là. Donc, voilà, mon point de départ, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe si on regarde la poiesis sous l'angle de la praxis? Donc voilà, c'est de là que je prends mon concept de praxis, et dont j'essaie de voir comment cet outil conceptuel-là, il est efficace chez Marx et chez Husserl. Et ensuite, alors il y a une dimension éthique très claire, mais j'utilise souvent le syntagme éthico-politique parce que j'essaye de passer outre la disjonction entre d'un côté quelque chose qui serait de l'éthique individuelle, finalement de la relation à deux, voilà, et quelque chose qui serait du politique et qui serait de l'organisation méta, surplombante, etc. Et en fait, j'essaie de trouver ce milieu intermédiaire qui est celui que j'appelle éthico-politique, qui est précisément, voilà ce que je disais tout à l'heure, la non-séparation des moyens et des fins. C'est-à-dire, lorsque une activité est jugée bonne, parce que, non pas simplement dans ses résultats, mais en elle-même, elle constitue quelque chose de désirable. Et donc, il y a un discernement dans laquelle la dimension éthique ne peut jamais être laissée de côté. C'est-à-dire que, de fait, je renonce à toute conception de la politique qui se passe de l'éthique, qui dit finalement on s'en fiche de l'éthique, ce qui compte c'est le résultat politique. Voilà, il me semble que la politique authentique, elle se joue précisément là où cette connexion avec l'éthique n'est jamais reniée. Et c'est là où je penche vers un Marx très anarchisant, et où je retrouve aussi des éléments du christianisme, et dans ce refus de la séparation des moyens et des fins. Sartre fait la même chose. Alors, je connais beaucoup trop mal Sartre pour... Mais, ouais. Robespierre également. Ouais, tu veux en dire un mot ?
C'est vrai que une grande partie de l'exposé qui m'a fait penser à la sérialisation chez Marx, Ouais. chez Sartre, Mm. je suis tout à fait d'accord. Mais sur la praxis, il y a un moment en conférence où, dans l'échange, on parlait de l'opposition à cette avant-garde du prolétariat qui pense le communisme comme tout un ensemble bien réglé. Et vous disiez, je cherche la formule parce que je ne la trouve pas dans mes notes, que l'analyse critique des praxis, en fait, ça m'a fait penser qu'elle serait purement négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescriptivité dans les praxis autorisées, mais juste des critères qui en suppriment quelques-unes. Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des praxis qui seraient, de par l'ensemble du raisonnement, par l'ensemble de la pensée, considérées comme menant nécessairement à une forme d'aliénation? Par contre, on ne peut pas s'exprimer sur les praxis qui, elles, seraient bonnes, en fait, donc est-ce que ce serait purement négatif? Ouais. Comment est-ce que Oui, oui, j'accepte volontier la formule, D'accord. au sens où il me semble que le communisme, c'est avant tout ce que l'on fait en commun et ce qu'on décide de faire ensemble en commun. En ce sens-là, si on me donne un programme communiste idéal et qu'on me dit bah, maintenant il faut faire ça, ça devient une contradiction dans les... Enfin, c'est plus du communisme, c'est un projet impérialiste d'organisation communiste de la société, mais c'est plus du communisme, et ça marche pas. Et le communisme, et c'est pour ça que Marx dit la grande mesure de la Commune de Paris, c'est la commune en elle-même. C'est le fait que les travailleurs et les travailleuses se rassemblent pour décider. Et donc voilà, et en soi ça c'est négatif. C'est pour le coup, je pense, une phénoménologie sociale non pas prescriptive mais critique. C'est un outil critique. Ouais. Et que en fait je formule, un des résultats de cette enquête, c'est d'arriver à ce que j'appelle un peu pompeusement un impératif catégorique de la phénoménologie de la praxis, qui est agissons de telle sorte que le monde qui se constitue dans nos praxis se donne toujours à nous comme monde de la praxis, c'est-à-dire comme monde dont nos praxis sont responsables. Donc chaque fois que nos praxis constituent un monde qui ne fait pas apparaître qu'il se constitue dans nos praxis, et qui se donne comme une entité naturelle qui est là depuis toujours, bah ça marche pas. C'est le critère, voilà, l'impératif minimal pour faire de la politique. Une dernière question. Je voulais intervenir au sujet du rapport à la technique et rapport au passé. Vous avez dit les sociétés traditionnelles vous paraissent éminemment désirables. Vous avez cité votre façon de consommer en Bourgogne. Et donc là ça m'a un peu hérissé, parce qu'il faut bien voir que si on se retrouve dans l'état où nous sommes actuellement, c'était en opposition quand même à un certain nombre de défauts de ces sociétés traditionnelles qui subsistaient avec un niveau d'inégalité effroyable, des injustices sans nom, un mode de vie qui était extrêmement plein de maladies, on mourait tôt, etc. Voilà. Donc, tout ce préalable, c'est pas pour dire que ce mode vers lequel on tend, il n'est pas désirable. Il faut y aller, mais il faut y aller en ne jamais oubliant ce qui nous a amenés là où nous sommes actuellement. C'est-à-dire ne jamais renoncer à tous les avantages que les énergies du passé nous ont permis pour arriver à l'état où nous sommes actuellement. Alors je prends un exemple vraiment très simple, j'aime bien les chiffres en tant que technophile, qui est, on parle toujours par exemple des Yanomami qui sont dans le nord du Brésil, entre le Brésil et le Venezuela, et qui ont un mode de vie absolument... c'est du rousseauisme, hein, ils sont bien, ils vivent dans la nature, c'est merveilleux, il y a des photos, voilà. Bon, ça paraît extrêmement désirable. Alors moi je dis juste, simplement je sors le chiffre suivant, ces gens-là ils habitent dans une surface qui est à peu près, qui se compare au Portugal. Voilà. Et ils sont 15 000. Au Portugal ils sont 15 millions. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est que dans le processus vers lequel on souhaiterait avancer, il ne s'agit pas de revenir en arrière, remettre en arrière
remettre en place les choses qui ont existé, parce qu'à ce moment-là, on serait juste des réactionnaires. Hein, et à ce moment-là, on serait au puits du fou. Voilà. Il ne s'agit pas de faire ça, mais il s'agit de reprendre ce qui s'était fait auparavant et essayer de le combiner un petit peu avec ce que toutes les énergies nous ont permis d'avoir de nos jours. Alors, je pense que le point de départ, il y a une incompréhension, c'est que je n'ai pas dit, et je ne dis pas, les sociétés traditionnelles sont désirables, dans une sorte de propos méta qui engloberait tout et dirait le passé c'était bien. J'ai essayé de produire justement un concept de tradition qui refuse en fait la ligne théologique que vous tracez. Celle qui irait d'une société arriérée avec de l'injustice et de l'inégalité de la santé vers une société de justice, d'égalité et de santé. On est bien d'accord, je pense, sur le constat qu'en réalité, on n'est pas dans une société particulièrement juste, ni dans une société particulièrement inégalitaire, ni dans une société de conditions de vie particulièrement salubres. Donc cette ligne-là qui irait d'un passé arriéré vers un présent accompli, en fait, je la conteste. Et l'idée même que ce qui nous a amené là, ça serait une volonté... En fait, je crois que ce qui nous a amené là, c'est-à-dire en fait une situation de désastre écologique qui fait que notre vie n'est pas possible, parce qu'on vit là, et nos petites lumières, notre caméra, c'est pas possible, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est pas vrai, parce qu'en fait on est en train de crever. Et si je peux... Un truc, c'est que c'est rendu possible par le fait qu'on jette tous nos déchets, exactement. On exploite... C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme ça marcherait pas. La colonisation et tout le pays du Sud qui... Exactement. Donc l'idée qu'il y aurait une ligne avec ce qui nous aurait amené là, ça serait une sorte de volonté d'énergie positive qui fait que les gens... En fait, non, je crois qu'on vit un enfer. Je crois que le monde dans lequel on est infernal. Je crois donc il y a absolument pas une ligne pour moi qui va d'un passé terrible vers un présent magnifique. Je pense qu'il y a du terrible dans le passé et du terrible dans le présent. Par contre, il y a une différence, et là c'est Marx qui le dit. C'est-à-dire que Marx n'a jamais de nostalgie de la société féodale, etc. Par contre, il y a un truc qui distingue la société capitaliste des autres sociétés, c'est que dans le modèle féodal, l'exploitation elle est visible, elle est personnifiée. C'est-à-dire que quand on fait la corvée, on sait ce que c'est que la corvée, on voit le rapport social. Ce qui fait qu'on peut couper la tête, on peut faire une révolution. La situation capitaliste, c'est que le rapport d'exploitation est occulté en permanence. C'est-à-dire qu'on va au supermarché, on est content, on a acheté notre paquet de chips. Et donc, en ce sens-là, mais c'est terrible. C'est terrible parce que non seulement il y a de l'exploitation, comme il y en a toujours, et il n'y a pas eu une époque merveilleuse dans laquelle il n'y avait pas d'exploitation. Mais l'exploitation est invisibilisée au point qu'elle nous est rendue banale et acceptable. Alors là, en ce sens-là, je crois qu'il y a quelque chose de particulièrement terrible et de pire dans le présent que dans toutes les formes d'exploitation et d'aliénation passées. Et ensuite, il s'agit, je pense, précisément, mais de quitter une approche quantitative qui évaluerait est-ce que tel peuple vivait plus longtemps ou moins longtemps que nous, est-ce qu'il y a plus ou moins de mortalité infantile. Je pense que c'est des critères qui n'ont pas de sens en réalité. Parce que, en fait, la question n'est jamais simplement de savoir jusqu'à quel âge on vit. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se rapporte à la santé, comment est-ce qu'on se rapporte à la souffrance, comment on se rapporte à la mort. Et on a des sociétés dans lesquelles on peut vivre très longtemps et avoir un rapport à la mort et à l'altérité et à la fragilité d'autrui terrible. Pas quand on est une femme. Je veux dire, l'espérance de vie des femmes, de toute façon, dépend du niveau de santé. Parce que, encore très récemment, je suis assez âgée à la génération de ma grand-mère, il y avait, disons, quand on était content, on avait un tiers des enfants qu'on avait qui survivaient. Donc ça, on peut dire, oui, ça fait partie de la vie, c'est des conditions, on ne le ressentait pas. C'est pas vrai. On a des lettres, j'ai des lettres de femmes qui ont perdu leurs enfants, ou qui ont perdu une fille parce qu'elle est morte en accouchant. Donc je pense qu'il y a quand même certains acquis qui sont qu'on ne va pas jeter. Voilà. Il ne s'agit pas, en fait, vraiment, quitter la ligne téléologique, c'est pas parler en termes de une sorte de passé dont il faudrait soit tout quitter, soit tout retenir. Pas une ligne téléologique, c'était de dire qu'il y a certaines choses. Mais concrètement, pour ce point-là en particulier, c'est pas le capitalisme qui fait ça. C'est-à-dire que c'est des révolutions, c'est des gestes sanitaires
très simples qui ont permis le prolongement de l'expérience de vie des femmes. C'est des choses toutes bêtes, de la découverte des microbes, de l'hygiène, de se laver les mains, des choses comme ça. C'est pas les grandes avancées biomédicales de modification du génome humain qui produisent ça. La découverte des microbes, c'était une avancée biomédicale. Non mais c'est pas des. Non mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est pas des énormes. C'est pas le capitalisme et des grandes. C'est pas l'effet de l'industrie. Enfin, c'est. Et même, si je peux ajouter quelque chose, c'est comme tout à l'heure. On dit l'industrie c'est très bien, mais pour qui? Qui prend les bénéfices de l'industrie? Qui en récolte les profits? En Inde, on a retiré les sociétés traditionnelles, on a fait l'industrialisation, on a massacré des gens, on a fait sortir des gens très brutalement, et peut-être nous en Occident, on a un peu de chance de bénéficier par un rapport social, par des grèves, par des luttes, par des personnes qui se sont battues pour qu'on puisse récolter du fruit de cette industrie planétaire, mondiale, etc. Mais c'est pas vrai pour le reste du monde. Il y a beaucoup de gens où l'industrie a détruit leur vie, mais à un point inimaginable. Et même encore aujourd'hui en Occident, aux États-Unis, l'industrie continue à détruire pharmaceutique, etc., la vie des gens. Donc c'est pas la question, c'est la question du capital. Qui contrôle l'industrie et massivement la vie des femmes. Enfin, bon, bien sûr. La manière dont l'industrie, en particulier l'industrialisation agricole des pays du Sud, c'est d'abord la vie des femmes qui est dégommée en général. Alors il y a un autre point qui est intéressant, c'est disons, les pratiques qui émergent dans les collectivités, des pratiques, disons, non aliénées. Et il me semble que le capitalisme a déjà, qui est quand même très empirique, a déjà repéré ce type de pratiques et les a complètement intégrées dans ces processus. Je pense en particulier à la tech. C'était l'objectif pour un technicien informatique. L'idéal, c'était d'arriver chez Google ou Apple, où les conditions de travail, c'était favorable à la création. On ne se souciait pas le logement, enfin tout était vraiment comme si c'était un système social au sein d'une entreprise. Des rapports non hiérarchiques, toutes les idées sont bonnes, les moyens de travail sont à disposition. On peut même développer ses projets personnels pour certaines parties de son temps de travail. Bref, des conditions quasi société utopique. Et on voit que cette pratique, a priori, tout à fait a été complètement récupéré à des fins de construire ce qui était le projet un petit peu anarchiste, utopiste d'open source. Maintenant, on a Google. Oui. Ah non, mais c'est très net, vous avez tout à fait raison là-dessus. Une des difficultés de l'époque, c'est qu'on a affaire à des formes d'impérialisme horizontal. C'est-à-dire qu'on a de la violence, non pas verticale et hiérarchique, du fait c'est Jacques Ellul qui dit ça très bien, il dit critiquer la technique quand on pense ce monde crasseux du 19e dans lequel il y a un patron avec son cigare et puis des gens dans la mine, c'est facile. Mais critiquer la technique lorsque la technique, en fait, elle se fait dans le confort d'une vie parfaitement harmonieuse où tout a été réglé d'avance, mais où en fait où tout est préétabli d'avance aussi,